Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes installés pour écouter nos chroniqueurs. Alors, nous commencerons par les femmes cet après-midi pour saluer ces dames. Je commencerai donc par Madame Bellé. Comment ça va, Béatrice Bellé, pardon, madame. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir aux chroniqueuses et chroniqueurs présents. Ravie de vous retrouver. Moi, ça va, un peu fatiguée, éprouvée par une campagne express, mais et des résultats pas satisfaisants. Mais voilà, mais ravie d'être là et de vous retrouver. Nous sommes heureux de te retrouver, même si évidemment, si tu avais été élu, on n'aurait pas pu t'avoir autour du plateau avec nous. Mais bon, ça, c'est la vie. Merci. La vie. Merci Béa. Bonsoir Madame Valérie Vertal-Loriot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci Mano, bonsoir à tout le monde. Ceux qui sont sur le plateau, comme ceux qui écoutent, comme ceux qui vont regarder. Je suis encore ravie d'être là, comme à l'accoutumée. Et vous avez répondu à l'appel de Philippe, parce que je me suis fait sermonner. Comment il n'y a pas de femme sur le plateau? C'est quoi cette histoire? Il faut arrêter ça. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais, Philippe, pour qu'elle soit là ce soir. Philippe a complètement raison. Merci. Mais bravo Mano, tu es sur de bonnes voies. Il est en bonne voie, Mano. Ah oui, et vous avez remarqué, il a mis une belle chemise. Oui. À votre intention. Oh là là. Ah, Mano. C'est vrai. Il se fait beau. Enfin, encore plus beau qu'il le. Merci Philippe, si bonsoir, possible. merci d'être avec nous. Voilà, c'est ça, Zouk Télévision. On peut rigoler, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Heureusement. Merci, oui, heureusement, oui, bien sûr. Merci Philippe d'être avec nous ce soir. Ça va? Ça va encore, oui, et très heureux d'être là ce soir, puisque nous avons deux dames avec nous. Et elles travaillent, elles ne plaisantent pas. Ah non, ça, attention. Oui, ça c'est vrai. Bonsoir Michel, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et à nos chroniqueuses et chroniqueurs. Effectivement, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans une ambiance particulière dans cette émission. Oui, et qu'il faut essayer de la maintenir. D'accord, voilà. je valide. Ce qui ne veut pas dire pour c'est autant important. qu'on est d'accord sur tout, bien sûr. Ben oui. On n'a qu'à regarder sur le plateau, communistes, PPM, socialistes, PPM, progressistes, voilà, on s'entend. Oui. Alors, ces élections, on ne va pas parler politique ce soir, puisque la loi nous oblige à garder notre neutralité. C'est pour ça qu'on n'a pas montré le journal de Michel, d'ailleurs. Mais toi qui as vécu cette campagne, donc là tu n'es plus au deuxième tour, on peut en parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire globalement, ta vision sur cette campagne pour ces législatives? Je dirais vraiment une chose, puisque oui, on doit se tenir à une certaine neutralité. La campagne a été courte. C'est vrai, la campagne en elle-même a été courte, même si nous militons depuis longtemps et nous sommes sur le terrain des idées. Elle a été assez spéciale également parce que je crois justement que pour attirer à nouveau peut-être l'intérêt des Martiniquais, il va quand même falloir que les idées, que la vision, les idéaux des uns et des autres puissent être plus clairement identifiés. Je crois aussi que ça doit être le rôle des médias, d'arriver à faire ressortir les idéaux. Et puis, définitivement, moi j'appelle aussi les Martiniquaises et les Martiniquais à une prise de conscience de ce que, sans eux, sans leur participation, la légitimité de ces moments démocratiques perd de sa superbe, parce que lorsqu'on a 20% de participation et que donc on a des personnes qui se qualifient avec moins de 5%, moins de 10% des inscrits sur les circonscriptions, c'est un drame. C'est un drame qui va amener inéluctablement à des frustrations, des insatisfactions. Et il faut se ressaisir de cette force qui est le vote. Et j'ai envie de dire aux gens, si vous n'êtes pas satisfait, il faut changer. Si vous avez fait un choix et qu'il ne vous satisfait toujours pas, changez à nouveau. On a le droit de faire ça.
Voilà, donc je crois qu'il faut se ressaisir de sa citoyenneté. On a des devoirs et des droits. Je crois que ça, c'est un droit fondamental, le droit de vote. On ne se rend peut-être pas compte à quel point certains auraient aimé en disposer pour pouvoir exprimer des choix. Et j'espère que ce deuxième tour, de ce côté-là, sera plus significatif. Voilà. Bien, merci beaucoup. Oui, Valérie, qu'est-ce que tu penses de ce début de campagne? Comment les choses se sont passées? Quelle est ton opinion là-dessus? Le désamour, j'ai envie de dire, des Martiniquais pour le vote? Oui, moi, c'est ce qui m'a choqué particulièrement, c'est naturellement l'abstention. Hein. Quand on est élu avec 20% de gens qui se déplacent, c'est véritablement une démocratie qui est en danger. Et on ne peut pas pavoiser quand on est élu avec 20% des gens qui se déplacent. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas l'impression que c'est une histoire de droit de voter différemment. Les gens, ils sont conscients qu'ils peuvent voter différemment. Surtout que la loi protège les personnes qui vont voter puisqu'ils sont dans des isoloirs et qu'ils peuvent tout seuls voter. C'est une question d'intérêt pour la chose publique, pour la chose politique. Il y a une espèce de dégoût généralisé des Martiniquais pour tout ce qui concerne la politique. En fait, ce qu'on globalement on appelle la politique, moi je dis que c'est vraiment les affaires de la cité. C'est véritablement ça. Parce que quand on interroge les gens, c'est « Ah, ça ne m'intéresse pas, voilà, c'est toujours la même chose, nos affaires ne changent pas ». C'est vrai aussi qu'il faut se pencher sur la situation particulière de nos territoires, situation difficile en termes de chômage, en termes de possibilités à l'école, etc. Il y a des difficultés un petit peu partout et les gens ne s'intéressent pas et ne voient pas en quoi la politique change leur vie, alors qu'au quotidien, la politique est au cœur de tout ce que l'on fait. S'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. C'est la politique qui gère tout ça. Donc, il faut trouver des moyens. Je ne sais pas, j'aime pas trop le « il faut, il y a qu'à », mais je n'arrive pas à me dire que les gens puissent continuer à ne pas aller voter. Donc, il y a certainement un questionnement aussi de la part des grands organes politiques, mais on voit aussi qu'il y a à peu près un maintien des équilibres politiques anciens avec les grands partis martiniquais qui raflent la plupart des voix aussi. On a l'impression que ce n'est pas des citoyens qui vont voter, ce sont des militants contre des militants. C'est ça, en fait, aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Philippe. Sur cette même question, le désamour des Martiniquais pour le vote. Oui, absolument. Oui, c'est dramatique, cette abstention. Mais il faut se pencher sur le sens de l'abstention. Il faut faire des recherches. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de comprendre ce que cela recouvre et ce que cela signifie. Il faut dire que, dans un premier temps, on remarque que le citoyen se méfie du politique. Il faut dire que les images qui sont données, parfois, souvent, ne sont pas des images, n'est-ce pas, très riches, si je peux m'exprimer ainsi, sans jeu de mots. Bien, oui, et je crois qu'il faut aller... Il y a des initiatives qui sont prises, je le disais la dernière fois, pour faire retrouver aux citoyens sa conscience, avoir la conscience citoyenne et leur faire comprendre ce que c'est que la politique, leur donner des informations sur les concepts, les réconcilier un peu avec, parce que c'est dramatique. C'est une crise de la démocratie, une crise dramatique de la démocratie. Mais je ferai une deuxième observation, c'est que, je me trompe peut-être, je ne suis pas un fin politicien, je ne l'ai jamais été, la preuve. Mais les résultats de façon globale, je trouve, mis à part l'abstention, que la démocratie est en marche. C'est un bémol majeur, l'abstention. D'accord, bien. Oui, en Martinique, je vois qu'il y a plus de groupes. Il y a un troisième groupe qui émerge avec des gens nouveaux. C'est un élément que je remarque. Et au niveau hexagonal, je trouve que la démocratie, mis à part l'abstention, une fois de plus, la démocratie est en marche. Sans jeu de mots. Oui, absolument. Là, les initiatives qui sont prises par la gauche, c'est extrêmement intéressant. OK ? Il y a le président qui se croyait au-dessus, qui essaie de se maintenir au-dessus, mais qui s'aperçoit que, attention, il faut qu'il y ait une majorité, comment il dit maintenant, solide.
Oui, c'est exact. Mais le régime parlementaire, on y est quand même un peu. Hein, il faut que le Parlement contrôle. Il faut que le résultat soit une discussion, n'est-ce pas, entre les différents partis ou les différents groupes. Alors à ce niveau, je trouve que c'est intéressant. La démocratie, elle fonctionne, mis à part l'abstention qui est effectivement un drame. Au niveau national, il y a beaucoup d'abstention. Oui, c'est ce que je dis. Oui, sûr. absolument. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Michel? Oui, alors, nous vivons en Martinique, comme toujours d'ailleurs, en surmultiplier ce qui se passe en France. Par exemple, le taux d'abstention, précisément. Un citoyen sur deux n'a pas voté en France. Ici, c'est 2 citoyens sur 10 qui ont voté. Mais à mon avis, la nature des problèmes, même s'il y a des points communs, parce que, bien entendu, nous sommes régis par les mêmes institutions, mais la nature des problèmes, la situation n'est pas la même. La cause fondamentale de ce qu'on appelle la crise démocratique en France, je m'excuse, je ne vais pas faire d'amis, mais je vais dire, c'est le fait qu'au passage de l'an 2000, et notamment après la crise financière capitaliste, on a appliqué des politiques d'austérité, aussi bien à droite qu'à gauche, les mêmes comment dirais-je, concepts, les mêmes concepts, c'est-à-dire l'austérité, aussi bien pour parler clair, entre Sarkozy, Hollande et Macron, sur toute une série de sujets, notamment le droit du travail, on a retrouvé la même inspiration. Peut-être pas les mêmes modalités, mais la même inspiration. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Eh bien, on nous a trompés et on ne vote plus. Notamment l'électorat de gauche. Je parlais de l'électorat de gauche. Il s'est réfugié. La plus grande partie, d'après les études qui ont été faites, parce qu'en France, on a des études sociologiques beaucoup plus poussées qu'ici, on interroge les gens, on a sorti des urnes, on sait. Les sociologues, les politologues ont des matériaux pour pouvoir analyser. Ici, on n'a pas de ces matériaux, on juge d'après les informations, les jugements qu'on a autour de nous. Bon. En France, il y a des matériaux scientifiques. Mais Michel, Hollande, président socialiste, qui dit je suis l'ennemi de la finance. C'est mon ennemi. Il a fait le contraire. Voilà. Bon. Alors, je me permets de dire ça parce que tu as cité Sarkozy, Hollande et Macron. Donc, deux de gauche et un de droite, grosso modo. Et ils ont fait la même. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres solutions pour résoudre les problèmes? Ah ben voilà. Alors tout le problème est là. Et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Philippe. Il dit, parce que là, quand même, on a un rassemblement qui s'appelle la NUPS en France, qui s'est fait sur une autre analyse des causes de la situation. Bon, en gros, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, on prend l'argument principal, pas de l'argent. Lui, Mélenchon, et je pense également Fabien Roussel, depuis des années, on dit non, il y a des profits capitalistes énormes en France, il y a de l'évasion fiscale, il y a de l'optimisation fiscale, et on peut... Bon, et puis si on s'en prend, eh bien, qu'est-ce qu'il propose? Il propose la nationalisation des banques. Et tout ce qu'il propose là, derrière, il y a des réformes de structure qui rappellent d'ailleurs les réformes de structure qui se sont produites après la guerre en 1945 en France. C'est-à-dire que... Mais Mitterrand en 80, il a fait ça, la nationalisation. Oui. Il a été obligé de virer rapidement. Il a été obligé. Non, il a choisi de virer. Il a choisi de virer sous l'influence de M. Delors, qui était un Européen convaincu. Et qu'on est resté dans la seringue de l'Europe. Bon, donc, je termine mon raisonnement. Je veux dire par là qu'une bonne partie de ce qu'on appelle la crise démocratique en France
est lié au fait que les gouvernants se sont fait élire sur des programmes, ils ont fait, en gros, le contraire de ce qu'ils avaient promis. Ok. Bon. Très bien. Alors, la différence avec la Martinique, me semble-t-il. Alors, ce point commun, il existe aussi pour la Martinique. Je prends un exemple. Quand on allonge la durée qu'il faut pour pouvoir obtenir une indemnisation du chômage, les Martiniquais ne savent pas peut-être que ces lois sont votées en France, elles s'appliquent en Martinique. Nous sommes français. Bon, non, mais je fais des réunions. Ces choses élémentaires ne sont pas connues par le grand public. Bon, ce sont des lois. Et ce sont des lois qui sont votées au Parlement. Et si vous avez un groupe suffisamment fort pour pouvoir contrer et éventuellement avoir une autre majorité, mais ces lois ne seront pas votées. Ouais. Mais voilà. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples. Si nous voulons un SMIC. Non, mais il ne faut quand même pas qu'on aille trop loin. Nous sommes en période de neutralité là. Non, c'est pas par rapport à l'élection. Hein. Oui, bien sûr. Bon, non, alors je termine mon raisonnement. La situation, c'est que nous avons une crise sociétale en Martinique qui est beaucoup plus profonde qu'en France. Une crise qui est, quand tous nos partis on a analysé, elle n'est pas seulement économique, elle est sociale, elle est morale. Et de représentativité aussi. Hein? De représentativité et de représentation. Bon. Et par conséquent, c'est une... Et puis, alors, il y a un dernier point que je vais dire, parce que j'ai été élu. Il y a aussi cette manie qu'ont les médias de diffuser et de reprendre l'idée que les élus ne font rien. Bien. Alors, ça, c'est faux. C'est faux parce que moi, j'ai été conseiller territorial pendant 5 ans et demi, 6 ans, et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup travaillé pendant ces années-là, et ça n'a pas été rendu au public. Voilà. Ok. Donc, il faut cesser de s'auto-flageller. Nous allons parler maintenant du décès justement de quelqu'un qui était aussi à la région. Il a été à la région, monsieur Camille Chauvet, donc, qui est décédé il y a 2 jours, je crois, hein, c'est ça? Oui, il y a 2 jours. Est-ce que vous l'avez connu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bien sûr que... Ouais, il avait une certaine façon de s'exprimer. Il ne mâchait pas les mots. Hein, oui, Camille, enfin, je peux vous dire quelques mots de Camille, parce que c'était un vieux camarade. C'était un personnage. Hein, il n'avait pas sa langue dans la poche. Il se disait militant de l'information. Mais quand j'ai appris la nouvelle, j'étais assommé. Parce que juste avant sa maladie, enfin il y a quelques mois, j'étais avec lui. Et on faisait le point sur l'histoire un peu de l'université. Et Camille a connu le début du centre universitaire. Il était étudiant en lettres, en histoire, au collège Carnot. C'était le début de la deuxième moitié du siècle dernier, c'est-à-dire vers les années 70, 71. Et moi, j'étais jeune assistant bordelais et j'ai eu l'occasion de le rencontrer là. Et il a eu un rôle, je dois dire, important. Parce qu'il y avait un gros débat sur le siège de l'université. Est-ce qu'il doit être à Pointe-à-Pitre ou est-ce qu'il doit être à Fort-de-France? Alors, inutile de dire qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'il soit à la Dominique. Et à peine caricatural. Hein. Et Camille, je l'ai rencontré et il avait son franc-parler. Il était direct. Et j'avoue que sur un dossier de l'université, un dossier difficile, j'étais pas de son avis et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, et nous sommes compris, chacun étant sur sa position. C'était un grand Martiniquais, éveilleur de la conscience martiniquaise, et je dois ajouter que c'était un homme vraiment généreux. Ah oui, plusieurs exemples. D'ailleurs, c'est le soldat de Letchimy, il a un amour profond pour Serge. Mais c'est pas tout. Édouard de Lépine, avec qui j'allais souvent le voir avec Camille, il protégeait Édouard. Et il y avait une relation extrêmement forte entre Édouard et Camille. Et puis je termine par un dernier exemple. C'était le grand ami, tu l'as peut-être connu, Yves Baron, qui était journaliste, ok? Et Yves Baron a été gravement malade, il a fait un AVC. Et jusqu'au bout, Camille s'est occupé d'Yvon, jusqu'au bout.
il s'en occupait, il le voiturait. Non, mais vraiment, c'était une personnalité remarquable. Difficile parfois au niveau des rapports. Mais j'avoue que j'en conserve un souvenir inoubliable de Camille. Bien. Oui, Valérie? Oui, moi j'ai connu Camille au Parti progressiste martiniquais. Vraiment, c'est particulier parce que l'image que j'en me faisais avant de le connaître, c'était l'image que donnaient les médias. Il était aussi sur une chaîne concurrente. Ça n'a pas du tout été ce que j'ai connu de Camille. Camille, et je crois aussi que c'est son impertinence qui m'attirait, parce que naturellement, c'était un de ses traits de caractère, son impertinence et sa volonté de toujours choquer. Ça, c'était au fond, et puis on voyait son petit sourire sur ses lèvres, on voyait un petit sourire en coin, exactement. Et c'est ça qui faisait véritablement sa sympathie, cette espèce de franchise. Et il y a quelque chose de particulier que j'ai envie de livrer, parce que quand je suis arrivée au Parti progressiste martiniquais, je crois que c'est quelqu'un qui était d'une sincérité tellement importante, qui était aussi très, très attaché à la jeunesse. Et il nous disait toujours, les jeunes du parti, c'est vous qui devez maintenant prendre la place, c'est vous qui devez aussi intervenir. Et il me parlait beaucoup aussi de son ami du Roubaix, Édouard de Lépine. Il me disait tout le temps, vous les historiens du parti, il faut que vous preniez la suite. Tout le temps, il parlait de la jeunesse et il était particulièrement attaché aux jeunes. Mais c'est aussi un trait de caractère des enseignants, ça. C'est cet amour de la jeunesse. Et vraiment, à chaque fois que j'ai pu discuter, échanger avec Camille, et même si je n'étais pas d'accord avec lui, véritablement, il n'y a jamais eu aucun problème. On discutait et puis c'était toujours bon enfant. Vraiment quelqu'un de profondément sympathique. Et je crois qu'on lui a donné une image qui n'était pas toujours la bonne, celle que j'ai découverte en arrivant au Parti progressiste martiniquais. D'accord. Béa? Alors moi, mais je vais même trahir pas un secret, parce que c'était pas un secret, mais on s'est eu à plusieurs reprises, parce qu'il a cherché sa fille est une amie, a été une ancienne collègue de la mairie de Schœlcher, en l'occurrence. On a travaillé au même moment ensemble. Et évidemment, on a eu à se croiser à plusieurs reprises. Et la dernière fois où nous avons eu le temps et pris le temps de discuter, c'était il y a 2-3 ans, lors de la sortie du coffret des écrits politiques d'Aimé Césaire au Panthéon. Donc on y était ensemble. Il était très très fier, évidemment, du travail qui avait été fait, parce qu'on connaît Césaire, le poète, mais les écrits politiques, c'est une mine d'or, d'ailleurs. C'est Moutoussamy, je crois qu'il avait vu ça, non? Ou bien... Non, c'est le coffret avec Édouard de Lépine. Voilà, c'est Édouard de Lépine. Voilà. Mais il a participé en Martinique. Camille avait participé au rassemblement des pièces. Il collationnait. Voilà. Oui, exactement. Bien sûr, mais c'est Édouard. Et d'ailleurs, oui, on avait beaucoup parlé d'Édouard, parce que j'avais également j'avais répondu à une invitation, et Édouard de Lépine m'avait aussi sollicité pour venir le voir au Robert, et on avait passé un très long moment d'échange, parce que les deux d'ailleurs m'avaient considéré comme une puriste politique sur la vision de gauche et la vision socialiste, à laquelle ils appartenaient de toute façon, cette vision de gauche et cette vision socialiste, progressiste, autonomiste en plus. Mais je crois qu'il y avait, et je ne me suis pas rapprochée d'ailleurs de l'épouse d'Édouard de Lépine, mais il m'avait dit, il va falloir que tu passes, parce que, pareil, c'est quelqu'un qui avait une connaissance parfaite de tout ce qu'il avait comme écrit chez lui, et il avait des boxes particulières, des boîtes particulières où il classait tout, où il y avait tous ces documents. Il m'a montré, puis attention, hein, c'est là, au 3e, légèrement sur la gauche, tout était bien classé. Et pour revenir à Camille, donc on avait pris ce temps-là, et puis il m'a dit, mais petite fille, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit, parce que il faut qu'on parle politique tous les deux. Et puis du coup, on avait pris cette habitude de s'appeler.
et il m'avait fait quelques remarques, certaines pas toujours agréables, et puis certaines très agréables à entendre, sur mes interventions politiques, d'autres où il m'a emmené aussi des éléments, notamment historiques. Mais en effet, comme l'ont dit les chroniqueurs précédents, je crois qu'il y avait une vraie volonté de transmission chez lui, de transmettre quelque chose, d'où peut-être le fait qu'il se dise aussi le combattant de l'information, une vraie volonté de transmission. Et ça, en politique également, les écrits, et c'est pour ça qu'il faut saluer toutes ces publications, que ce soit celle de Justice ou du Progressiste, mais écrire l'histoire politique, écrire le cheminement des idées reste quelque chose de fondamental et renvoie à ce que j'ai dit en début de propos. Je crois qu'il faut redonner de la consistance et Camille a participé à aussi donner de la consistance à l'histoire du parti progressiste, mais à l'histoire du progressisme en général et puis à l'histoire politique de la Martinique en général. On se rappelle de ses joutes verbales lorsqu'il était à la région. Michel, tu l'as connu Camille Chauvet Alors, il y a un fait quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est que Camille Chauvet a commencé à la jeunesse communiste. Comme beaucoup. Oui, tout à fait. C'est un vrai institut de formation. Hein, bon, et comment donc Chirac aussi. Chirac distribuait des journaux avec toi, je crois. Oui. Alors, il s'est séparé du Parti communiste lorsqu'il a créé le groupe Révolution socialiste. Bon. Donc, nous n'étions pas tout à fait sur la même ligne politique. Bon. Mais néanmoins, c'était un grand militant anticolonialiste. De ce point de vue-là, anticolonialiste et anti-assimilationniste aussi. Il pourchassait dans ses moindres retranchements la résurgence, parce que l'assimilationnisme a cette particularité, comme disait René Ménil, et comme le disait aussi Chauvet. L'assimilationnisme a cette particularité dans le terreau martiniquais de ressurgir. Bon, on a vu dans les dernières élections des gens se présenter comme étant des copies conformes des partis français. Bon. C'est une résurgence, à mon avis, ça a marché. De l'assimilationnisme. Ça a marché. Bon. Ça a marché. Bon. Pour certains, oui, bien sûr. Bon. Et lui, Camille Chauvet, j'étais d'abord... Alors, c'était aussi un journaliste. Alors, il a créé, dans les années 70, avec d'autres, notamment Laouché, un journal qui s'appelait Le Naïf. Alors, la caractéristique de ce journal, qui était, je crois, un mensuel, et puis quelquefois, il pouvait sortir des numéros spéciaux sur des sujets. Je prends l'exemple, il avait sorti un numéro spécial, il m'avait interrogé sur la question des 40% des fonctionnaires. Bon. Et donc, il avait fait un numéro spécial du Naïf sur les 40%. Bon. Il avait publié d'ailleurs des documents d'époque. Bon. Mais c'était aussi un polémiste. Alors, dans la polémique, il y a la polémique politique qui est un genre, qu'un genre à part entière. C'est-à-dire que il faut quelquefois attaquer un adversaire politique, mais le problème c'est de savoir jusqu'à quelle limite on va pour ne pas mettre en cause la personne. Okay? Et ne pas être attaqué en diffamation. Entre autres. Mais surtout, ne pas attaquer la personne elle-même. Donc, c'est attaquer les idées, pas la personne elle-même. Oui, bon. Et ça, c'est un genre politique qui est assez ancien dans la Martinique. Lui qui était un historien, c'est un genre politique qui a existé depuis l'époque, à la fin du XIXe siècle. Hein?
au début du XXe, notamment à Saint-Pierre. Bon, par conséquent, il était l'héritier, dans ce point de vue-là, d'une tradition martiniquaise, c'est-à-dire que la politique se faisait comme ça. Donc, Ok. voilà. Donc moi, je pense qu'il faut, dans le panthéon je dirais le panthéon de l'anticolonialisme martiniquais, parce que, quand même, il fait partie de cette génération qui a fait une rupture radicale avec un courant politique qui était dominant en Martinique depuis la fin du XXe siècle, c'est-à-dire l'assimilation. Il a fait une rupture nette avec ça. Alors, une question encore sur la politique, et puis on va passer aux autres choses. Quand quelqu'un qui va voter prend juste un seul bulletin, et s'il y a 4 ou 5 personnes, il prend un bulletin, maître. Normalement, C'est pas non. réglementaire. C'est pas réglementaire. C'est Il faut pas au moins réglementaire. 2. Il faut au moins C'est-à-dire- 2. Ouais. Il faut en prendre 2 ou 3. Et pourtant, Au moins 2. Au moins 2. Au moins 2. Au moins La deux. règle, c'est au moins 2. Oui. Et pourtant, on voit souvent quelqu'un faire ça, Ouais. ostensiblement. Mais alors, ça se demandait des fois, si c'est pas réglementaire, si quelqu'un fait ça, pourquoi c'est pas, entre guillemets, c'est le public? président Alors, du c'est bureau pas qui est obligatoirement censé- ostensible. Moi, j'ai vu dans des bureaux de vote, parce que j'ai déjà participé sur des bureaux de vote. J'ai déjà, enfin bon, je m'en suis déjà occupée. Et je vois aussi des gens qui ne veulent absolument pas se tromper, des personnes âgées, qui ne veulent absolument pas se tromper, qui veulent pas en prendre plusieurs. Il y a aussi ça. Il y a bien évidemment ceux qui le font de manière ostensible, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de se tromper, qui veulent être sûrs quand ils rentrent dans l'isoloir de ne pas se tromper de bulletin. Il n'y a pas que la volonté de montrer pour qui on vote, mais ça existe aussi les gens qui le font de manière ostensible. Moi, j'ai connu, et pas les moindres, mais j'ai connu un grand monsieur martiniquais, politicien martiniquais, Blanc-Douvant, Blandet. Donc, je me dis finalement, les lois... C'est autre chose. Oui, c'est peut-être autre chose. Mais C'était- si on doit rentrer avec des bulletins dans l'urne, pourquoi on ne le fait pas? Non, la fin. Quelque part, c'est donner une consigne en faisant ça, Michel, non? Mais non. Tu comprends, c'est pas le butin de vote. Là, Non, c'est Là, pas- il s'agissait d'un débat au Conseil Oui, général. c'est vrai que c'était et pas... du vote, Oui, pardon, c'est du- vrai. du Oui, vote ça devrait. Oui, oui. pour la présidence. Oui, pour la- oui, pour la oui, il y a pas de présidence. problème. C'est pas si clair, non. C'est pas la même chose. Mais Pas en même temps, il votait. Oui, bien sûr. D'accord, donc c'est interdit par la loi. Normalement, on doit prendre On au doit moins prendre. 2 bulletins et Au le moins passage deux, à oui. l'isoloir Est est obligatoire. obligatoire. D'accord. Voilà. Mais et si, alors il y a des Mais il peut venir avec assesseurs, le des bulletin dans sa délégués poche, et hein. tout ça, oui, bien sûr. Le plus simple, c'est parfois ça, mais c'est le président du bureau ou celui faisant fonction, si le président s'est absenté, qui doit pouvoir demander. Je suppose que tu faisais allusion à l'incident de Saint-Pierre. Oui, bien sûr. Mais voilà encore autre chose. Des fois, on n'a pas les bulletins de tout le monde. Hein. Parce qu'il y a des candidats qui n'ont pas tellement d'argent, ils n'ont pas pu faire imprimer les bulletins. Donc, ils n'ont pas C'est reçu rare, des professions de foi avec les bulletins à l'intérieur. Parce que sinon, les gens partent avec le bulletin depuis chez eux. Mais il y a des professions de foi qui ne sont pas arrivées. Hein. Oui, c'est exact. Ça devient cher. Depuis la guerre en Ukraine, on ne peut plus rien faire. Hein. Tout est cher. Enfin, bon, alors... Non, mais ça, c'est intéressant de le dire. C'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant de dire, c'est que la démocratie a un coût. C'est pas, les gens viennent pas, on se présente pas simplement comme ça. Il faut avoir des moyens. Et en l'occurrence, moi j'ai déjà dit d'ailleurs sur ce plateau, mais les bulletins qui sont mis sur les tables dans les villes, bah, c'est les candidats qui les payent. Ceux qui sont reçus dans les enveloppes avec les professions de foi, ce sont les candidats qui les payent. Donc il y a, je crois que de ce côté-là aussi, en termes de pédagogie, je pense qu'il faut le redire. Tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est un exercice payant. Et je crois que de ce côté-là, puis faut aussi le dire, c'est une organisation humaine. L'organisation des élections qui est lourde pour les agents de la préfecture, pour les agents des villes, parce qu'il faut un nombre minimum de personnes dans le bureau. Il faut après préparer les listes. Enfin, c'est un travail très important. Je pense que Alors, voilà. puisqu'on parle de ça, il y a aussi le remboursement. Quand on est candidat, si on ne fait pas 5%, on n'est pas remboursé, On n'est me pas semble-t-il. tout à fait. Donc, quelque part, il y a une difficulté parce que les grands partis qui, eux, vont forcément atteindre les 5%, ils sont remboursés. Le petit candidat qui essaie de faire entendre sa voix, qui essaie de vouloir faire changer les choses,
avec ses deniers, il fait Il n'a pas entré dans un parti. Bah, non, il mais fait d'autant 4%, qu'on il a. fait 4%, il n'est pas Non, mal. mais ça, c'est une vision. oui. C'est très important. Ce que tu dis, et d'ailleurs, il y a Zorro. une politologue. Non, il y a quand même des questionnements qui sont faits, des études. Une politologue très intéressante qui s'appelle Julia Cagé, qui a écrit sur ça, sur le prix de la démocratie et les nouveaux moyens aussi de rentrer dans une vivacité politique qui soit différente et qui permette en effet, alors certains peut-être à l'ancienne vont parler de proportionnel intégral et tout ça, mais il y a aussi des gens qui disent attention, le problème c'est que les partis, par exemple pour les législatives, les grands partis qui arrivent à présenter plus de 40, enfin des candidats sur plus de 40 circonscriptions, touchent environ 1 euro et quelques par voix obtenue. D'accord ? Donc ça, c'est pour les grands partis. Plus 43 000 euros environ par an et par élu. Donc ça, c'est pas ça pour les grands partis. Donc c'est et le financement à 1 euro et quelques par voix obtenue. Et même si c'est les personnes d'ailleurs qui sont inscrites, n'ont pas fait les 5%. Toutes les voix sont décomptées. Ça permet de financer le parti. Plus 43 000 euros environ par an et par député. À quel niveau ? Par député, c'est ça ? Par député. Ok, d'accord. Bon, alors évidemment, quand on a et on voit souvent la corrélation entre les moyens dépensés pour faire une campagne et les résultats de la campagne. D'accord ? Ouais. Donc il y a souvent une corrélation entre les moyens. Si je peux me permettre de dire oui. une petite chose, il faut aussi réaliser que c'est un moyen aussi pour l'État qu'il n'y ait pas une surmultiplication des candidatures. C'est ça aussi, parce qu'il n'y aurait pas un frein économique, il y aurait peut-être eu encore plus de candidats. Donc je me demande si derrière, il n'y a pas aussi tout ce questionnement-là qui fait que oui, bien sûr, c'est important de pouvoir faire la démocratie vivre, etc. Mais ce n'est peut-être pas la peine qu'il y ait 100 candidats par circo. Mais on n'est peut-être pas ça à côté de grands politiques qui auraient pu faire beaucoup de choses pour le pays. Non, mais Peut-être. En fait, il y a des personnes qui étudient la question et je crois qu'il ne faut pas, en tout cas, se fermer à l'idée que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, depuis notamment la Ve République, peut avoir vocation à évoluer, qu'il y a des propositions qui sont sur la table, qui sont par exemple sur la question du financement. Peut-être que des personnes auraient envie de donner un financement plus important et de façon différente. Pourquoi on ne serait pas amené d'ailleurs à dire tiens, moi j'ai envie que la part publique, parce que c'est de l'argent public, ma part, j'ai droit par exemple à 10 euros par an de financement de la vie politique, je la donne à un tel. Voilà. Moi, je la donne à un tel. On a pour habitude de dire que la démocratie, c'est pas un État qui est figé, c'est un idéal vers lequel on tend. Donc on peut toujours améliorer la démocratie. On peut toujours l'améliorer, les choses peuvent toujours changer. Et il y a des gens qui ont écrit, et je vous invite en tout cas à regarder, à lire ce livre. Oui, je le ramènerai. Très bien. Alors, une yole martiniquaise qui traverse la Manche. C'est un sacré défi, ça. Réussi. C'est bien, ça. Réussi, c'est un défi réussi. Pareil, c'est très bien. Barry par qui ? Il me semble que c'est M. Dédé. Oui, le fils. C'est le fils Dédé. Oui, pareil. Eric, c'est Eric, ouais. C'est Eric Dédé. Non, et c'est l'occasion. Et avec des jeunes en plus. Du lecteur de Trois-Rivailles. Voilà. D'accord, c'est l'occasion de quoi ? C'est l'occasion de rendre hommage à la famille Dédé, quoi. Ils donnent leur vie, leur âme pour l'aïeul, pour notre culture martiniquaise. Je trouve ça tellement extraordinaire. Mais j'ai quand même regardé la presse nationale pour voir si elle s'y était intéressée. Très peu. Pratiquement pas. J'ai vu juste La Voix du Nord, naturellement, qui s'y est intéressée, puisque c'était entre Douvres et Calais. Donc, c'est un moyen, c'est une petite porte qui permet de connaître un petit peu davantage notre embarcation traditionnelle. C'est aussi une belle vitrine pour nous, mais on voit que c'est encore, je ne sais pas s'ils ont eu le temps ou bien s'ils ont pu faire le lobbying nécessaire pour qu'il y ait assez de journalistes nationaux sur place. Je ne sais pas du tout, mais j'ai regardé et j'ai vu que j'étais assez déçue de voir que c'est
à part les quotidiens du Nord, ben voilà quoi, il n'y a pas eu non plus de portée nationale de cette affaire-là. Mais bon, c'est dans le cadre de l'UNESCO là, c'est ça. Hein, Puis il y a eu une modification en plus du projet, puisque c'était censé être un aller-retour, mais finalement l'État a dit mais oui, mais c'est la route des bateaux un peu navettes, de clandestins, de machin. Enfin, c'est voilà. Mais en tout cas, c'était un beau projet à réitérer. Finalement, peut-être qu'il faudrait. Oui, je trouve ce projet magnifique. Je crois que c'est un début. Effectivement, il n'y a pas eu de répercussions suffisantes au niveau national. Bien sûr, c'est un projet porteur au niveau touristique, faire connaître notre territoire. Puis mince, voir cette yole dans la Manche avec cette voile orange. Nous sommes des Martiniquais, ça fait plaisir. Ça rend fier. Voilà, ça rend et ça nous rend une grande partie de notre dignité. Oui. C'est ce que je voulais dire. Et nous sommes fiers de notre patrimoine et de nos jeunes. Et de cette initiative. Voilà, oui, sur Saint-Michel. Ce qui m'a frappé, c'est l'aspect pédagogique. L'aspect pédagogique, le fait que ce soit des jeunes du lecta de Trois-Rivailles. Bon, bien sûr, il y a tous ceux qui sont derrière, qui ont pris l'initiative, mais j'ai trouvé ça. Alors, quand on parlait tout à l'heure de vote, de citoyenneté, etc., ça commence par des actions de ce type, précisément. Donc, donner le sentiment qu'on défend quelque chose d'original qui appartient à la culture martiniquaise et qu'on le porte plus loin que les limites de notre île. Bon, mais vous imaginez s'il y avait à peu près 4-5 yoles qui faisaient une course là dans la Manche, ça aurait été génial. Hein, mais bon, ça, on peut toujours rêver. Alors, puisqu'on parle du lycée de Lecta de Trois-Rivailles, donc comme j'ai un prof avec nous ce soir, prof d'histoire-géographie, après les années Covid, le vrai visage du nouveau bac. Ça veut dire quoi exactement? Je ne comprends pas bien la phrase. Justement, moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, le vrai visage du nouveau bac. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés sur le lycée, sur le bac. Ouais. On n'est plus du tout dans le système que l'on avait connu avant, c'est-à-dire avec des filières ES pour économique et sociale, S, L, etc. Aujourd'hui, il y a un tronc commun. Et il y a des spécialités qui sont au nombre de 3 en classe de première et on abandonne une spécialité en classe de terminale. Alors ce nouveau bac pose un certain nombre de problèmes importants qu'on a beaucoup dénoncés dans la presse par son organisation parce que déjà l'objectif aussi d'abandonner une spécialité en classe de terminale, ce sont des objectifs qui sont purement pécuniaires. On abandonne une spécialité juste pour pouvoir aussi derrière supprimer des postes. Et vous le savez aussi à quel point sur notre territoire martiniquais, il y a ces difficultés de suppression de postes. Et moi, je lis ces difficultés de suppression de postes, et c'est l'analyse en tout cas de mon organisation. On lit cette difficulté aux jeunes qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire martiniquais. Quand on dit que les jeunes sont nommés à Paris, Versailles, Créteil, avant de se dire qu'ils sont nommés à Paris, Versailles, Créteil, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des raisons, c'est parce qu'on supprime des postes. Donc, cette réforme... Les jeunes dont tu parles des professeurs. Des professeurs, des stagiaires. Ils sont stagiaires en général sur le territoire. Et une fois qu'ils deviennent titulaires à la rentrée d'après, pendant leur année de stage, ils doivent participer au mouvement interacadémique qui permet d'être affectés dans une académie. Ils n'arrivent pas à rentrer dans l'Académie Martinique parce que l'Académie Martinique est très chère eu égard au nombre important de suppressions de postes. Donc, pour revenir au lycée, puisque c'était ça, j'ai fait une petite digression. Importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas toujours vraies non plus. Il y a une refonte totale. Normalement, c'était pour supprimer les filières. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les familles recréaient les filières derrière. Donc, il y a des spécialités, maths, physique, SVT, comme on a connu. Donc, en général, ils prennent ça en classe de première. Ça correspond globalement à l'ancienne S. Voilà, les scientifiques. Et puis après, ils sont obligés d'en abandonner une. Vous imaginez que la plupart du post-bac demandent les maths et la physique pour les grandes écoles. Et ils abandonnent les SVT alors que des fois, ils veulent travailler dans la santé. Mais pourtant, on leur dit qu'il faut maths, physique.
pas trop de logique. Donc derrière, ça pose de vraies difficultés. Il y a aussi ce grand oral dont on parle beaucoup, qui, à mon sens, est quelque chose d'extrêmement important, et particulièrement en Martinique, où on a des difficultés orales, où les gamins ont des difficultés orales, même si c'est de moins en moins vrai, mais ça continue à plomber un petit peu nos élèves et nos étudiants martiniquais, cette oralité, cette difficulté à l'oral. Il y a ce grand oral qui pourrait être considéré comme quelque chose d'extrêmement intéressant, mais malheureusement, il n'y a strictement aucun moyen qui est donné pour préparer le grand oral pendant la scolarité. Bien sûr que l'ensemble des professeurs, ils travaillent l'oral avec leurs élèves, mais quand on voit qu'il y a une épreuve qui est quand même coefficientée 10, c'est quand même beaucoup, il faudrait nous donner du temps chaque semaine pour pouvoir travailler sur l'oral. Or, Ça ne s'improvise pas. ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Donc, on doit leur apprendre et on voit que cette réforme, en gros, est faite essentiellement pour supprimer des moyens plutôt que d'améliorer le sort et la formation de nos lycéens, futurs étudiants. Et puis, il y a toutes les questions autour des augmentations des notes par les inspecteurs. Enfin, il y a plein de questions en ce moment, et particulièrement qui devient un sujet extrêmement important. Tu as versé quelques larmes pour le départ de Blanquer? Ah oui, j'ai pleuré, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, et il a fallu qu'on me console longtemps. Je suis très ironique naturellement. Blanquer a fait beaucoup de mal à l'éducation nationale. Il a détruit le service public d'éducation. Vraiment. Très bien. Philippe, on est loin des 2 bacs. À l'époque où tu as passé ton bac, ça devait être ça, une histoire de 2 bacs. Non, mais c'est vrai, mais pourquoi mais absolument, mais oui. Alors là, c'est la préhistoire. Hein. Mais j'entendais ma dire ça tout le temps. Oui, mais il y avait 2 parties. Il y avait la première partie et la deuxième partie de bac. C'était du sérieux et du lourd. Et le taux de réussite, camarades, était autour de sur 20%, 25% au maximum. C'était du bac. Ah oui, maintenant c'est l'inverse. C'est 85% de réussite. Même plus. Alors, Michel, et après Béa sur ça, oui. Non, mais moi je crois qu'après l'exposé très complet de Valérie, effectivement, je me demande s'il ne faudra pas une nouvelle fois revoir cette copie. Le problème, c'est que une réforme n'a pas eu le temps d'être assimilée, qu'il y en a une autre qui arrive derrière. Et ça, c'est un des éléments qui déstabilise l'éducation nationale. La succession de réformes qui n'ont pas le temps d'être assimilées. En fait, notre demande, c'est pas particulièrement de tout annuler, de faire autre chose, c'est de mettre à plat cette réforme-là, puisque on voit maintenant, aujourd'hui, à l'usage, que tout ce qu'on avait dénoncé en amont est vrai. Donc, mettre à plat pour pouvoir améliorer ce qui est existant, parce que c'est aussi difficile pour des collègues, chaque 2-3 ans, de changer complètement des programmes. Il y a des choses aussi intéressantes qui ont été faites par cette réforme, notamment, je vais parler naturellement de ma spécialité, histoire, sciences politiques et géopolitique. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'aujourd'hui, les élèves choisissent, parce qu'on n'est plus dans l'histoire et la géographie, j'ai envie de dire, pas banal, parce que c'est quand même ma discipline que j'aime beaucoup, mais on fait aussi autre chose de l'histoire politique, de la géopolitique, alors qu'on n'en faisait pas beaucoup avant. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être des petites améliorations à faire en termes de programme. Donc, on demande une mise à plat, en fait, pour pouvoir faire mieux avec ce que l'on a, puisque le seul objectif de Blanquer étant les suppressions, étant de faire taire le monde enseignant, là, on devrait pouvoir améliorer ce qui existe plutôt que de tout supprimer, de passer encore à quelque chose qui aurait encore déstabilisé, comme l'a si bien dit Michel, le monde enseignant, tout simplement, et puis les élèves naturellement. Bien. Mais c'est la première fois que vous avez eu un ministre qui vous envoyait des notes de pays bizarres. Il fallait saluer ça. Bien. C'est ironique. Mais, d'ailleurs, même si on ne doit pas en parler, mais enfin, il a été éliminé au premier tour des élections législatives, et je crois qu'il y a eu un feu de joie chez les enseignants. Pas bizarre, mais c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il entend par recours juridique? Moi, je connais au recours judiciaire, mais juridique, à moins que ça soit les journalistes qui se soient mal exprimés. Je crois que sur la question du bac, en tout cas... les enseignants, et Valérie vient de nous en faire la démonstration, évidemment, il faut écouter ceux qui dispensent
le savoir, parce qu'ils sont face aux élèves et qu'ils voient bien ce qui fonctionne pas, la détresse. Enfin, on a tous autour de nous des parents qui ont des enfants là qui sont en train de passer les épreuves et qui sont paniqués avec Parcoursup. C'est un stress. Enfin, nos parents étaient déjà paniqués à l'époque lorsqu'on passait le bac. Mais là, c'est décuplé. C'est-à-dire que les gamins n'ont aucune visibilité sur l'endroit où ils vont aller. Puis je crois que sur les moyens donnés à l'éducation en Martinique, encore une fois, moi, c'est Madame... Bertal, c'est Valérie, c'est d'autres professeurs qui m'en parlent, mais quand on a une diminution des postes comme celle que on voit en Martinique, alors que l'on sait qu'on a aussi des retards, qu'on a des décrochages, qu'on a de l'illettrisme, qu'on a beaucoup de choses, on voit aussi que l'éducation nationale s'adapte, et tout à l'heure on en parlait, de cette vision de Paris et du loin, que ne s'adapte pas aux territoires, singulièrement aux territoires qui sont distants de l'Hexagone. Et pire, on est discriminés. En fait, nos gamins aujourd'hui, lorsqu'ils passent leur bac, sont totalement discriminés. Quand on voit que vous sortez du lycée Montgérald, c'est pas la même chose que quand vous sortez de Louis-le-Grand, faut se le dire. À l'époque où je prends vraiment des les extrêmes, mais même du lycée de centre-ville, de Montpellier, de Nantes ou de je ne sais où. C'est pas la même chose. À l'époque, au lycée de Trinité, puisque ça m'est arrivé d'aller à France Fanon, on appelait ce lycée-là le lycée maudit. Donc quand tu arrivais aux examens, tu revenais de Trinité, donc c'est pas. Ça avait intérêt à être brillant. Et là, je crois que de ce côté-là, en tout cas, va falloir être très vigilant parce que les enfants après vont probablement pour beaucoup malheureusement partir, ou heureusement, mais partir. Il va falloir être très vigilant. Un, parce qu'ils ont eu plein de stress là. Deux, parce qu'ils vont pas avoir obligatoirement été satisfaits, parce que il y a une histoire de vœux, de machin. Et ce nouveau bac, moi je le trouve, et c'est le retour que j'en ai des parents là qui ont des enfants qui passent le bac, je le trouve hyper anxiogène en fait. Ouais. C'est-à-dire que les enfants ont non seulement la peur des épreuves, les parents aussi, mais ils sont totalement dans le flou quant à des vœux. Par exemple, je prends un exemple, ils font un vœu. Mais c'est le truc qu'ils veulent absolument. Au bout d'un moment, en fait, on leur demande quelque part, est-ce que vous voulez abandonner ? Pour passer au deuxième vœu, il faut vraiment abandonner le premier. Mais si c'est vraiment ce que l'enfant veut faire. Le problème, c'est que les vœux, ils ne sont plus dans un ordre. Avant, il y avait un ordre des vœux. Maintenant, il n'y a plus d'ordre des vœux. Donc, même si vous le mettez en premier, on ne considère pas que c'est ce que vous voulez obligatoirement. D'accord. Tu parles beaucoup de Parcoursup, Béatrice, mais il y a aussi tout ce qui est anxiogène par rapport au quotidien, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi du contrôle continu. Donc, il y a des tactiques de contournement des élèves qui ne viennent pas quand ils savent qu'ils ont un devoir, parce qu'ils ont déjà eu 12 la première fois et qu'ils ne veulent pas faire baisser la note. Donc, on est vraiment dans un stress quotidien et les enseignants ne sont vus que comme des évaluateurs. Puisque de toutes les façons, ce sont aussi les notes de toute l'année qui vont faire qu'on aura ou pas le bac. Enfin, c'est monstrueux. C'est vraiment une espèce de chose qui génère énormément de stress chez les enfants, naturellement, mais aussi chez les enseignants. Et on n'a même pas parlé de la financiarisation, puisque l'idée de Blanquer était de faire des études, notamment supérieures, payantes, un peu à l'américaine, donc que tout le monde s'endette pour pouvoir avoir accès aux études supérieures. Alors, Philippe, une hausse du tarif du kérosène aux Antilles fait encore grimper les billets d'avion. Alors déjà qu'on n'a pas comment dire, ceux qui partent de Paris pour aller en Corse, ils sont subventionnés par l'État. C'est 600 € par habitant pour la Corse. Mais alors... La continuité territoriale. La continuité territoriale. Non, bien sûr. La solution, c'est ça. Bien sûr. Oui, mais je n'en ai pas entendu parler, moi, au niveau des législatives. Ok, je le dis franchement. Parce que j'ai pas entendu, moi, j'ai écouté... mais il y a certainement une voie de solution. La Corse, effectivement... a mis en place cette continuité territoriale. Il y a une somme de versée. Je ne connais pas le détail, mais c'est versé. Par habitant et par an. Bien sûr. À peu près. D'accord. Et en Martinique, ça existe, le principe existe, mais je crois qu'il n'est plus appliqué. C'est 60 €. Depuis 2000, je ne sais plus, 2000. Avec la DOM, c'est ça
je voudrais dire simplement quelque chose. Oui, c'est je t'en une prie. voie de solution, ok? Et moi, ce que je dis, c'est que j'entends souvent des candidats qui se présentent aux législatives, mais on entend rabâcher la même chose, notamment l'octroi de mer. Alors, c'est la tarte à la crème, il faut supprimer, il faut... Ok, d'accord? Là, l'augmentation du coût de la vie, effectivement, et surtout des transports, particulièrement les transports, il y a effectivement une voie de service public qui est effectivement la continuité territoriale. Et c'est une voie que l'on devrait effectivement, sur laquelle il faudrait réfléchir à nouveau et voir effectivement sur quoi on peut déboucher. Mais à mon avis, la solution est dans cette voie, sur les transports particulièrement. Mais pour revenir à la formation, rapidement, il y a toute une révolution qui se met en place au niveau de la formation. C'est plus l'enseignement magistral, c'est l'apprentissage, c'est en entreprise. Et aussi la méthodologie de l'enseignement, d'accord? Ce n'est plus l'enseignant qui, du haut de sa chair, n'est-ce pas, dispense, n'est-ce pas? Même si ces dernières années, on est retourné un petit peu. C'est à partir de projets qui sont présentés à l'étudiant que l'on apporte les connaissances. Et il y a beaucoup de démarches en ce sens. Et je sais que en Martinique, on a un gros projet d'université des métiers professionnels avec le directeur, avec le président, la personne de Charles. Et c'est-à-dire qu'on va mettre sur chaque lycée, si tu veux, des possibilités de formation supérieure. On fait ça avec le couvent. On a une dizaine d'établissements. À partir des BTS, on leur permet d'accéder au plus haut niveau. Avec, bien sûr, l'alternance, toujours en entreprise. Oui, voilà. Pour la continuité territoriale, je pense que là, il faudrait politiquement travailler la question. Parce que je ne sais pas, nous sommes à combien d'heures d'avion de la Corse, enfin de Paris-Corse, je ne sais pas combien d'heures, mais... À peine 2 heures. Voilà, nous c'est 8 heures. Nous c'est 8 heures. Mais Michel doit avoir des éléments sur la continuité territoriale. Oui. Sur la Martinique, c'est... Non, alors il y a deux choses. 2003. La question de la continuité territoriale en est une, c'est-à-dire que tu as cité une somme fixe, mais il n'empêche que ce qui nous préoccupe là, c'est l'augmentation du prix du billet. La continuité territoriale n'empêcherait pas l'augmentation du billet. Oui, bien sûr. Non, c'est une chose ça peut compenser. Bon, mais en partie. Sauf à chaque fois à augmenter la compensation. À l'indexer. Ah bon, à l'indexer. Oui. Bon. Mais néanmoins, à mon avis, le vrai problème, c'est qu'il fallait s'y attendre. Je m'excuse. Il fallait s'y attendre. À partir du moment où tu as une augmentation du prix du pétrole brut avec la spéculation internationale qui s'est mise là-dessus, ok? À partir du moment où tu as des sanctions à l'égard de la Russie qui font que les producteurs de pétrole brut du Moyen-Orient n'ont pas augmenté la production à hauteur de la demande, nécessairement, tu as une augmentation du prix international. Bon. Par conséquent, la véritable solution, c'est le blocage des prix. C'est le blocage. Et, je m'excuse, mais il y a un candidat qui est aux élections législatives qui a dit qu'il faut bloquer. Il y en a plein à avoir dit. Il faut qu'au niveau de l'Europe, on bloque le prix du pétrole brut. Oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, sur le kérosène là, il n'y a pas que ça. L'augmentation du prix du kérosène, il faut vous dire aussi que c'est une décision électoraliste parce que ce sont les préfets de Martinique, Guadeloupe et Guyane qui ont décidé de faire peser l'augmentation du prix de l'essence sur le kérosène juste avant les élections. Il y a ça aussi. Donc ça veut dire que les prix à la pompe ont moins augmenté chez nous. Ils ont moins augmenté chez nous avec l'augmentation du prix du pétrole par rapport à l'Ukraine, etc. Et les trois se sont mis ensemble et ont décidé, j'imagine avec Paris un petit peu derrière pour pouvoir donner l'idée, qu'on va faire peser sur le kérosène l'augmentation du prix à la pompe. Oui. Alors moi, j'ai lu cette information, excuse-moi. Je l'ai vu qu'elle émane d'un lobby. C'est le lobby des compagnies aériennes. Alors, dans cette affaire, il y a plusieurs lobbies. Ah oui, naturellement. Il y a le lobby des compagnies aériennes qui défend cette thèse. Il y en a même un qui dit qu'on a mis une taxe, que l'État a mis une taxe
je ne vois pas laquelle d'ailleurs. Non, On tape par sur contre, le- non, j'ai pas vu sur- celui-là. Sur le kérosène. Bon. Et par conséquent, et puis tu as de l'autre côté, tu as un autre lobby, tu as le lobby de la Sahara, tu as le. En réalité, tu as deux lobbies. Tu as le lobby des compagnies aériennes où domine Air France. Hein, bon. Donc, Qui appartient en grande partie à l'État. et qui a été d'ailleurs recapitalisé à hauteur de 4 milliards. Alors, ce qui fait que les autres compagnies disent qu'il y a une discrimination, puisque on a dans un marché où tu as Corsair et Air Caraïbes. Air Caraïbes, Air etc., France. tu finances l'État sur fonds publics. Tu finances une compagnie et tu ne finances pas les autres. Bon, c'est encore, ils n'ont pas tort. Et puis, tu as. Alors, et elle menace d'attaquer la décision de la SARA, de l'État, au plan de l'autorité de la concurrence, en disant qu'il s'agit d'une position dominante. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas si facile que ça, parce que ce qui est interdit dans la loi, c'est pas la position dominante, c'est l'abus de position dominante. C'est-à-dire qu'il y a des positions dominantes, il faut prouver qu'il y a abus de la position dominante. C'est-à-dire qu'il faudrait prouver que l'augmentation pratiquée ne correspond pas à des éléments de coût de revient. Bon. Et que c'est la SARA a profité de sa position de force pour augmenter. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, et je te passe la parole, Béatrice, c'est que ce ne sont pas les compagnies qui, soi-disant, disent qu'ils vont augmenter le tarif par rapport à la guerre. Il y a réellement quelque chose qui s'est passé et qui les oblige à augmenter leur tarif. C'est bien ça? Oui, alors, moi, je pense qu'il y a deux choses, et j'ai entendu aussi plusieurs hypothèses. Bon, il faut quand même le dire, depuis qu'il y a ce conflit et cette guerre en Ukraine, cette guerre a été un élément déclencheur de toutes les excuses d'augmentation de prix. Hein? Bon. Du stylo à la gomme, au machin, tout a augmenté, c'est normal, il y a un conflit en Ukraine. Bon. Donc, on veut bien que ça perturbe un certain nombre de choses, mais enfin, il y a des choses, il y a des contrats qui sont faits, et il y a des collectivités d'ailleurs locales qui le disent. En Martinique, elles ont eu des demandes d'avenant d'un certain nombre de prestataires, sauf que quand elles ont demandé, elles ont dit, vu le pourcentage d'augmentation que vous sollicitez, vous devez nous apporter des éléments de preuve de ce que votre fournisseur vous a. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé les preuves et qui s'en portent très bien comme ça. Ils continuent leur affaire. Mais je crois que sur la question quand même de la continuité territoriale, c'est une vraie question, ça. Je pense qu'il faut le voir en tant que continuité territoriale. Parce que de toute façon, on arguera toujours à nos petits pays, qu'on est loin, que ça coûte cher, que ceci, que cela, et on aura toujours des bonnes excuses pour faire varier les prix. Je suis désolée, nous n'avons pas à être victimes éternellement du fait que nous soyons dits éloignés d'un... Et puis on ne peut pas non plus rester prisonnier de notre île, c'est pas possible. Il n'y a pas très longtemps, c'était 300 € pour aller en Guadeloupe. Il n'y avait pas encore de mouvement, il n'y avait pas encore de guerre. Hein. Bon, donc de tous les côtés, je ne vais peut-être pas parler de l'administration d'un certain nombre de prix, mais enfin je crois qu'on doit avoir de la vigilance sur les prix des compagnies aériennes qui quand même ne se gênent pas. Il y a des moments où d'ailleurs on voit des prix très hauts, parfois des prix très bas, au point où on se demande ce que ça vaut réellement. Voilà. Ça s'appelle le yield management. Exact. Martinique, Martinique, Guyane à 800 €. Mais c'est Ou 2 fou, heures de pour vol. 2 heures de vol. 300 € pour aller en France. Guadeloupe, 400 € pour aller à Saint-Martin. Bon, Ouais. Et avant ça la veut dire guerre en que... Ukraine, il y avait déjà 14% d'augmentation des prix des billets. Avant la guerre en Ukraine. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il y a de ce côté-là, les instances de contrôle et de concurrence doivent pouvoir faire un peu plus de boulot. Et puis, je pense que si d'ailleurs il y a une responsabilité de l'État
un peu plus forte sur la continuité territoriale, un montant un peu plus important. Parce que, vous voyez ce que je vous ai dit quand même, la Corse, c'est 600 € par an et par personne, la continuité territoriale. Ils sont à peine 2 heures de bateau. On est à 8 heures d'avion, on est à 60 € par an et par personne. Bon, donc ça prouve bien que l'intention, en tout cas de l'État à notre endroit, est évidemment moins ambitieuse que celle des Corses. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne dessus et qu'on arrive à avoir une continuité on ne fait pas territoriale. peur, on n'a jamais pété de bombe, hein, tu sais ça. Pardon ? On ne fait pas peur, on n'a jamais pété de bombe. Hein. Donc, Oui, je je crois qu'il y a une sorte de timidité consciente ou inconsciente sur la continuité territoriale. Parce que la continuité territoriale, on dit c'est le même territoire, c'est une vision assimilationniste. Tout à fait. Bon, mais nous sommes autonomistes. Bien. Et sur ce fondement-là, donc, il y a 2 principes dans l'autonomie. Nous sommes d'accord ? Bien. Oui. Il y a d'abord, n'est-ce pas, le fait que nous sommes l'égal de l'autre. Oui, il y a la relation avec l'Hexagone, donc nous devons être l'égal de l'autre. Donc il faut compenser cette inégalité due à la distance. Ok ? Et le deuxième principe, bien sûr, c'est nous sommes différents, donc nous avons droit à certaines libertés pour mieux gérer cette différence. Mais d'ailleurs, l'Europe applique ce type de vision. Hein. L'article 375 TFUE actuellement, il faut compenser, n'est-ce pas, les inégalités. Et d'ailleurs, je vous rappelle le fameux arrêt Hansen qui est vraiment remarquable, c'est de 1970, et qui disait que la discrimination, il y a 2 faces à la discrimination, 2 aspects. Il y a des discriminations lorsqu'on traite de façon différente des choses qui sont semblables. Ok ? Mais lorsqu'on traite de façon semblable des choses différentes, il y a aussi discrimination. Ouais, alors, bon Dieu, la continuité territoriale, c'est la voie qu'il faut suivre. bon, Tout à fait. Merci. Michel, tu voulais dire un mot sur ça ? Non, C'est bon. je rebondis un peu sur ce que dit pour abonder dans le sens de Philippe. Par exemple, nous avons très récemment obtenu ce qu'on appelle les différentiels de taxation en matière d'octroi de mer. Bon, c'est un système qui permet de taxer, s'agissant des produits concurrents, de taxer plus fort les produits importés. Bien. Et ça, c'est au nom de ce principe de compensation. Parce que... Et l'Europe a accepté ça ? Oui, tout à fait. Et on s'est battu d'ailleurs beaucoup là-dessus, avec, je dois dire quand même les noms, les personnes. Quand même, c'est quand même Miguel Laventure et Marie-Jeanne. On s'est battu beaucoup sur cette question, qui avait déjà été adoptée, mais et qu'on voulait amoindrir. Bon. Mais en gros, c'est le différentiel de taxation. Et la base juridique sur laquelle ça a été adopté, c'est précisément le principe de compensation des surcoûts. C'est-à-dire que dans un petit pays où tu n'as pas un marché énorme, il y a des surcoûts de production qui méritent d'être compensés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu produis des chips pour 10 millions de personnes, c'est pas la même chose quand tu produis des chips pour 350 000 personnes. Donc, ça s'appelle le surcoût. Et l'Europe, on s'est battu beaucoup, apportant des preuves, pour obtenir ça. Alors, il faudrait peut-être qu'un jour qu'on puisse, je ne sais pas, je dis ça, c'est peut-être une bêtise, mais si nous sommes indépendants, comment ça va se passer ? Quel intérêt, a-t-on intérêt à être indépendant ? Quand je vous entends parler comme ça, tous ces problèmes-là, non mais c'est vrai. Est-ce qu'on a intérêt à être indépendant ? C'est pas maintenant qu'on va le régler. Non, c'est pas maintenant. Non, mais je pense qu'il faut faire un débat. S'il faut faire un débat, il faut qu'on passe à un autre stade du débat. Moi, j'ai entendu, ça fait 30 ans qu'on entend ce débat, et qui ne soit pas simplement idéologique. L'indépendance. Sur l'indépendance, oui, et qui soit réellement pratique. Voilà. Comment, aujourd'hui, une île de 1140 mètres carrés serait indépendante, libre, autonome, libre. Voilà. En fait, c'est ça le truc. Parce que il va falloir, après, on se pose la question de tout.
se plaint de beaucoup de choses, mais comment, du coup, comment on finance la santé, comment on finance l'armée, comment on finance la sécurité, comment on finance les routes, comment on finance l'électricité. Donc, il y a des questions auxquelles il va falloir répondre. C'est pas juste des... Après, on peut parler idéal et tout ça, c'est très bien. Tu abordes le débat, là. Non, mais je dis simplement que le jour où ça doit... le jour où ça doit être abordé, je sais pas, je pense qu'il faut... Il y a plusieurs arguments. Mais ça fait 30 ans qu'on entend. Donc, il y a un moment où il faut passer aux choses sérieuses et dire comment on finance... Ça, c'était pas sérieux avant. Alors, il faut que ça commence par l'idéologie, Oui, après c'est le mais pratique. mais J'avouerai en tout cas qu'au Parti progressiste martiniquais, on a déjà beaucoup travaillé autour de l'autonomie et du côté pratique de l'autonomie, comment ça pourrait... mais là, on parle vraiment indépendance. Moi, je parle autonomie parce que je suis autonomiste, oui, mais moi, je parle autonomie. Oui, ma question, c'était sur Moi, je parle plutôt autonomie parce que pour l'instant, je ne crois pas encore véritablement à la dépendance. Il y a, bien évidemment... Est-ce que la liberté existe, n'est-ce pas, en ce bas monde? En plus. Alors, Et comment est-ce qu'on se l'idéologie, on est obligé de passer par l'idéologie, de commencer par l'idéologie. Ouais, bah là, on va aller vers Baïki Show, là. Non, Déjà, toute la table, je réponds une phrase, être indépendant, c'est pas être seul au monde. Voilà. Ok. Voilà, ça, oui, c'est si tu sûr. veux. Voilà. Bon, je prends l'exemple. Ah non, L'exemple. être indépendant, c'est pas être seul au Être seul au monde. monde, Mais ça veut dire Bon, quoi? je prends un exemple. J'ai pris l'exemple dans l'Outre-de-Mer. J'ai pris l'exemple dans l'Outre-de-Mer. Bon, dans une Martinique qui serait autonome. Bon, Indépendante ou autonome? Indépendante. Il parlait de C'est pas la l'indépendance. même Il faut qu'on parle de chose, la hein. même Bon, chose. pas Bon, difficile, non, c'est non, la même chose. Ah non, ça n'a rien à voir. Elle aurait Oui. des rapports avec l'Europe qui seraient Moi, je suis pas différents. indépendantiste. Des rapports, alors ça peut être des rapports d'intégration, article 1449, comme tu as dit. Ça peut être des rapports d'association. Ça peut être des rapports d'association spéciale. Parce que, par exemple, c'est le cas à l'heure actuelle à la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Il y a un statut qui est intermédiaire entre celui de l'association et celui de l'intégration. Bon, donc par conséquent, c'est pour illustrer ce que je dis, que quand tu es indépendant, tu passes seul au monde. Donc, faut-il tourner carrément cette page et puis ne plus parler de ça, parler d'autre chose? Mais non, mais non, chose. c'est pas du tout. Pourquoi Mais veux-tu il la faut fermer? l'enrichir. Il faut l'actualiser. Mais il a trouvé la formule, Michel. Mais c'est vrai, hein. Être indépendant, c'est pas être seul au monde. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un système monde de toutes bien les sûr, manières. c'est Mais bon, impossible. ça dépend aussi Alors, de ça a toujours été ça, philosophie personnelle. C'est ce que les gens ignorent, le commerce, Pour des raisons communes, nous pensons qu'à l'étape actuelle de l'histoire, dans les conditions, les contradictions que vivait la Martinique, les problèmes, le niveau de consommation auquel nous sommes parvenus, etc., que la véritable réponse, pour le moment, c'est l'autonomie. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que j'ai insisté dessus Et tout à l'heure. je pense que et la stratégie que nous avons adoptée, c'est d'y parvenir par étapes, notamment avec la collectivité territoriale, qui est une étape vers l'autonomie. C'est aussi faire l'apprentissage, parce que c'est ça qu'on a fait. Mais Michel, L'apprentissage de la gestion. Michel, il y a quelque chose. Attends, non, je ne suis pas en contradiction avec toi, mais quand tu parles d'autonomie, j'ai l'impression que tu penses uniquement à l'article 74. Or, l'autonomie, c'est une philosophie. Tu vas me dire que là, on arrive par étapes. Oui. Oui, mais non, mais En fait, c'est l'indépendance, c'est un c'est là le idéal problème. vers lequel on tend. Comme j'entends Michel, c'est un petit peu ça. ok, Quoi. d'accord. C'est-à-dire qu'on commence par Mais pour l'autonomie. moi, et l'article puis on arrive. 74 n'est pas l'exemple de l'autonomie. Bon, alors je réponds à mon ami Philippe. Oui. Dans la constitution actuelle française, bon, sauf si elle est modifiée, la seule voie de l'autonomie, c'est l'article 74. Bon, mais oui. Mais on va passer à autre chose. L'article maintenant, parce que- 73 ne l'est pas. Bon, bah, pour Allez, répondre à ta on va pas question, aborder il le- semblerait que le C'est sujet plus de la que- dépendance ne sera pas posé. Parce qu'à un moment donné, Voilà. il faut un véhicule juridique. Parce qu'il y a l'autonomie. Non. Mais Voilà, oui, le excusez-moi de vous redire que la question de Mano était est-ce qu'on doit faire un sujet sur l'indépendance? Oui, mais je crois C'est qu'on- encore commencé à ouvrir le débat. Oui, Mais sur toi, il y a pas de- l'indépendance. Faut Sur continuer, c'est tout à fait l'indépendance, normal. pas sur l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est digressuel? On a le droit, mais pas les autres. L'indépendance, pas l'autonomie. Ben, bravo. Ben Mais oui, moi, j'avais envie. l'indépendance, Oui, mais- pas l'autonomie. J'ai répondu. Oui, C'était mais sa j'ai question. répondu. J'ai simplement dit ajouter, mais en ce qui me concerne, je suis autonomiste. Oui, voilà, très bien. Et tu n'es pas le seul. Alors, non, mais je sens qu'un débat comme ça beau là. Et bien sûr, c'est Camille aurait été pas- bien là. Non, mais pour parler de là ça c'est aussi. un débat 24 heures, tu Ah bon, sais, tu fais un truc 24 heures, où les c'était gens plus- y viennent. Alors, si je me souviens bien, Camille était plutôt indépendantiste. Hein. Au départ, oui. C'est vrai ce que dit Michel. Oui. Oui, tout à fait. Tu as raison.
hein. Et Alors, d'ailleurs, au départ, une de ces divergences, à un moment donné, avec Serge Letchimy, c'était ça. Bon, enfin bon, je l'ai rencontré. Mais c'est le soldat de celui qui n'avait pas de divergence avec Serge Letchimy. Ah, comment? En fait, je sais pas. comment? ils ont discuté déjà parfois sérieusement, hein. Écoute-moi, En fait, dans mon temps, on dit, ouais, il y a deux bagailles, hein. tu peux que je te raconte une anecdote. Oui, vas-y. Pendant la mandature de Serge Letchimy, je passe devant l'hôtel de région. Je me vois monsieur dehors. Monsieur, comment branchi, qui dort. Faut que moi, pas d'accord avec Letchimy, à ce débat économique, ou son économiste, faut que moi, moyen de arguments, etc. Bon, tu vois. Oui, mais bon. Je te dire, bon, je ne vais pas plus loin. On n'est jamais Il a d'accord avec toutes évolué. les idées de tout le monde dans la vie. Bon, mais Sinon, ça s'appelle la dictature. Il n'hésitait même pas à m'interpeller, non pas en tant que communiste, mais en tant qu'économiste. Et Martiniquais, voilà. Il m'a Oui, dit mais- qu'il voulait des arguments, etc. Bon. Et il reconnaissait que dans son domaine, il n'avait pas suffisamment de biscuits. Enfin, bon. Très bien. Il était vraiment très proche de Letchimy. Très Alors, proche. Serge, oui. Une nouvelle vague migratoire en Grande-Bretagne. La capitale, peut-être, mais... Comment? Expulsion des migrants vers le Rwanda. C'est une nouvelle vague. À quoi? Alors, mais je voudrais deux mots, parce que là, je suis scandalisé. Mais bien sûr. Ah non, je suis scandalisé. Alors, voilà, mais c'est incroyable. La perfide Albion, Ben Johnson, il trouve qu'il y a trop de migrants, ces gens qui viennent d'Afrique, n'est-ce pas? Il faut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il conclut un accord avec le Rwanda. Voilà, je vous donne c'est 140 millions d'euros, ok? Et vous allez me récupérer tous les migrants qui sont là de façon illégale. Alors, on regroupe ces gens. Je ne sais pas si l'avion est finalement parti, parce que ça pose des Il n'est problèmes pas parti, l'avion. de principes humanitaires, mais phénoménaux. Alors, on les met là, dans l'avion. Normalement, ils doivent partir, ils doivent aller au Rwanda. Et vous savez où est le Rwanda? C'est le centre-est de l'Afrique. Pas ni pièce l'homme là, on mettez Boula là, et puis fini, ok? Et alors, véritablement, c'est une sorte de déportation incroyable, coloniale. Mais moi, je trouve qu'il faut trouver... C'est une reportation. Avec tout ce que ça peut... il faut inventer un idéologie nouveau, mais c'est franchement scandaleux comme principe. Alors, à partir de là, Ben Johnson, n'est-ce pas, croit pouvoir effectivement dissuader tout migrant, n'est-ce pas, de rejoindre Mais ça a été l'Angleterre. très Voilà. critiqué Mais par c'est un l'ONU. scandale. Ça a été Scandale très humanitaire. critiqué par l'ONU, par le caractère scandaleux humanitaire. C'est incroyable. En plus, le pire, c'est que la Grande-Bretagne est un des pays qui accueille qui est le plus difficile à atteindre pour les migrants. C'est un des plus difficiles, avec des règles les plus difficiles. Mais il ne faut pas... Voilà, quoi. Là, aujourd'hui, il a mis en place sa législation, mais en tout cas, l'avion, il n'est pas parti. Oui, parce qu'il y a des recours juridiques. Hein, il y a eu des recours juridiques et l'avion n'est pas incroyable. parti. Et voilà, il a été soutenu par les conservateurs, comme c'est étonnant. Voilà, mais c'est un gros revers, en tout cas pour lui. C'est un gros revers parce qu'il avait fait aussi toute sa campagne autour du fait que les migrants, il fallait les mettre dehors, etc. C'est un gros revers politique pour lui. Et vous m'envoyez ravi. En plus, ça s'est produit un moment où il était en délicatesse à propos de l'affaire des partis, des Covid partis. Oui, oui. Et ça lui a permis de rassembler, en faisant de la surenchère là-dessus, de rassembler une majorité de conservateurs pour échapper à ça. D'accord. Et c'est comme ça qu'il n'a pas été déposé comme Premier ministre. Exactement. Mais il y a eu ça a été ça a été en effet faut pas oublier c'est tous les arguments du Brexit qu'il est en train de déployer. Voilà, on va pouvoir faire ce qu'on veut en fait. On va pouvoir faire ce qu'on veut. On va être libre des contraintes de l'Europe, financière, mais réglementaire, juridique aussi, humanitaire quelque part également. Mais là, enfin, je crois que je ne sais pas si les gens ils se rendent compte, quoi. C'est-à-dire que tu prends des gens dont tu ne connais pas. Donc, tu prends des gens d'origine diverse, au prétexte qu'ils soient clandestins, tu vas les parquer, tu les envoies quelque part. Alors, soit dit en passant,
Bon, le Rwanda, c'est un des pays du continent africain qui connaît la plus forte croissance en ce moment. Je le dis à toutes fins utiles, l'Eldorado européen. Je crois aussi que aujourd'hui les pays africains s'en rendent compte. L'Eldorado européen, la migration en général africaine l'essentiel de la migration se fait à l'intérieur du continent africain. Bon, mais la migration européenne devient aussi de moins en moins attractive. Mais c'est pas pour autant qu'il faut maltraiter les gens à ce point-là. Je sais même pas quel mot on pourrait donner. C'est innommable. Ouais, voilà. Incroyable. Et puis c'est fasciste. De manière humanitaire, qu'on est en 2022. On se dit, mais c'est pas possible. Mais ça donne à réfléchir quand même à certains de nos compatriotes en général, de ce que quand on dit qu'il y a des personnes avec des visions fascistes d'extrême droite qui prennent le pouvoir et ce dont ils sont capables. Voilà. C'est encore des démonstrations de ce que... C'est quand même pas son cas, ce Premier ministre-là. C'est pas un gars ses potes, c'est extrême Orban. droite, ce gars. Oui. C'est l'extrême droite du Parti conservateur. Oui, bien sûr. Oui, à part le Premier ministre anglais. Oui, bien sûr. Boris Johnson. Boris Johnson. Il est classé dans... D'ailleurs, Ben Johnson. Tu parles de l'Ukraine. Ben, c'est le basketteur. Il est pour foutre le peu. Non, c'est pas fait. Mais il envoie des... Oui. En parlant de l'Ukraine... Il fait partie des battants en guerre. En parlant de l'Ukraine, vous avez vu votre président là aujourd'hui en Ukraine, à Kiev. C'est-à-dire qu'il refait le truc d'avant les présidentielles, il est chef de guerre, voilà. Ça a marché un moment et puis il est à nouveau chef de guerre puisqu'il y a des législatives. Voilà, il y a des élections dimanche. Comme ça, il évite une fois encore le débat. Et cette fois, alors là, il était avec on a refusé le débat aussi. Il était là avec le chancelier, c'est ça? Et puis il était là avec l'Italien. Et puis le roumain. Il y a quelque chose qui m'a quand même, dans les images que j'ai vues, une chose. L'Allemand qui était là avec son jean, petite chemise, manche courte, et très simple, hein, et Macron avec tout son costard, machin chouette, toute sa garde autour de lui. Ça faisait des images un peu bizarres. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, alors, tu parles de qui? Excuse-moi, tu parles de qui? Des gens qui vont tirer des sanglasses avec des chaussées vernis, c'est ça? Elle est médisante, vraiment. Non, mais comment? Qu'est-ce que vous avez comme je sais pas, j'ai vu une image. C'est anachronique, quoi. Non, mais une observation quand même. J'ai noté quand même que dans cette affaire qui est une affaire quand même d'apport diplomatique, les généraux d'habitude qui sont sur les plateaux de télévision, notamment les généraux français, qu'on invite pour expliquer la guerre en Ukraine, ils ont pour une fois commencé à avoir une vision. Ils disent voilà, il faut que la diplomatie prenne le pas. À un moment où on supprime les corps diplomatiques. Il faut arriver à un cessez-le-feu, il faut arriver à des compromis, et il ne faut pas injurier celui avec lequel nécessairement vous allez discuter. Alors, bon, c'est ce que je pense depuis longtemps, en ce qui me concerne. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a deux généraux, c'était sur BFM TV ce midi, deux généraux français, et qui ont dit, bon, c'est bien joli, on va livrer des Césars, mais l'armée française est complètement dépourvue de ce moyen-là. C'est-à-dire, non, mais l'armée française, en ce moment, on envoie l'armée dans ses casernes. Hein. Du Mali, on leur a dit d'entrer chez eux, mais on les renvoie chez eux. Oui. Ils n'ont plus besoin d'armes pour jouer. Donc là, on donne les armes à ceux qui en ont besoin. Enfin, il faut bien que ça finisse, hein, toute cette histoire-là. Je ne sais vraiment pas comment ça va finir, mais c'est terrible tous les jours. Ça va être de la négo financière. Tu penses que l'argent peut remplacer tout ça? La preuve, les sanctions étaient essentiellement financières. Oui. Mais les drames humains sont là. Mais les drames humains sont là, oui, mais qui représentent finalement dans ce type de concert, violence mondiale, peu de choses. Les violences, on a eu des conflits qui n'étaient pas dits comme mondiaux, qui n'étaient pas dits comme étant en guerre, qui ont fait beaucoup plus de morts. Ouais, enfin. Ouais, en tout cas. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il faut arriver à cesser le feu. Vague de chaleur plus précoce en France.
Vous vous rappelez de l'année où il y a eu tellement de morts là, avec la chaleur, des personnes déshydratation. âgées, tout ça, ouais. Beaucoup de personnes sont décédées à cette période-là. D'ailleurs, depuis, ils ont mis un plan canicule en place. Oui, oui. Mais c'est de là. Il y avait la journée travaillée. La journée travaillée voilà. à Pentecôte. À Pentecôte. Avec c'était le Premier ministre Raffarin. Raffarin qui a fait tout ça. Mais là, vague de chaleur plus précoce en France, là, oui. Ah, ça, c'est le climat. On voit les désordres climatiques de plus en plus. On les voit là. On est en juin quand même à Paris, enfin en France. Ouais, on est en juin et avec du 40 degrés en juin, quoi. C'est effarant. Hein. Mais ici, je ne sais pas si vous avez vu, les dérèglements aussi, on les a ici. Tout à fait. En inverse, hein, mais on les a ici. Moi, j'ai vu les images de la rocade et tout ça. C'était quand, hier ou avant-hier? Avant-hier. Avec l'inondation. Mais m'en passer 3 fois là, c'est-à-dire que dans un laps de temps très court, il y a eu une montée des eaux, une descente, une remontée, parce que je crois que ça arrivait 2 fois. Alors, je suis passée entre les deux, mais quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais c'est en montage, c'est pas possible, parce que j'y suis passée. Bref, mais tout ça pour dire, oui, qu'on est dans une phase de dérèglement climatique. La réalité, c'est que le GIEC, le groupement, enfin, en tout cas, ceux qui étudient aujourd'hui la question du climat, le GIEC, oui, nous a déjà dit que là, on a consommé en termes de ce que la Terre peut donner et peut absorber. On a consommé plus que ce que l'on a. Et donc, on est en train d'abîmer que l'atmosphère, que la Terre. Regardez. Regardez simplement les images des salines, ça fait 20 ans, et des salines aujourd'hui, il y a des bancs qui sont en pleine mer. Enfin, c'est quand même affolant. Et malgré le fait aussi qu'on soit particulièrement exposé chez nous, puisqu'on est une île, avec toute l'érosion du littoral, etc. Est-ce qu'on est prêt à affronter la multiplication des cyclones, par exemple, chez nous ? Est-ce qu'on est prêt à véritablement... Et leur force. La multiplication, la force. Pire la force. Oui, il n'y a pas de multiplication des événements, mais plus... Beaucoup leur plus intensité. Fort. Les deux, on dit. On dit les deux. Il y a une multiplication, c'est de plus en plus... il y a de plus en plus d'événements, ils sont en plus de plus en plus forts, avec des vents qui sont de plus en plus destructeurs, etc. Est-ce qu'on est prêt sur notre territoire? Mais le matériel, de toute façon, n'est pas prêt. Et ça s'est vu, d'ailleurs, il y a des architectes, notamment martiniquais, qui sont allés sur place à Saint-Martin et tout ça, et qui ont vu des choses qu'ils avaient rarement vues, en tout cas dans la Caraïbe, c'est-à-dire du béton qui explose à cause de la vibration du vent. Parce qu'à 450 km/h, c'est le vent, il souffle pas seulement, il fait vibrer. Et en fait, il y a des bancs, par exemple, de béton près des marinas, qui ont littéralement implosé. Et donc, il y a aussi des bâtiments dont les poteaux ont implosé. Donc, on a vu des choses se fissurer. Et c'était un cyclone, c'était pas un tremblement de terre. Et les Américains prévoient déjà cette année des événements très sérieux. Oui, très sérieux. On n'est pas prêt. Qui commenceront très tôt. On n'est pas prêt. Moi, j'en ai parlé d'ailleurs à un ancien directeur d'un magasin de bricolage. Je pense que dans tous les magasins de bricolage, de vente de meubles et tout ça, on aurait dû avoir un mètre linéaire pour systématiquement, à côté de quelque chose qui fait plus d'1 mètre, pour l'accrocher. Aussi dans les magasins de bricolage des rayons spécifiques pour préparer son matériel, de préparation du matériel au cyclone ou au tremblement de terre. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu d'endroits où les gens, par exemple, accrochent leurs meubles, alors que l'on sait pertinemment qu'on est sur une zone sismique très forte. On voit là, il va suffire que l'on dise il va y avoir un cyclone qui vient, pour voir les gens courir au magasin de bricolage pour aller acheter des choses pour se protéger. Alors puis de briquets de broc, des scotch, qui vont pas faire grand-chose. Alors qu'on devrait avoir en fait des espèces de réflexes de culture du risque. Voilà. Ouais. Enfin, espérons qu'on n'aura pas d'événements majeurs cette année chez nous en Martinique. Espérons ça. Maître Philippe Saint-Cyr, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était très descendu, très joyeux. Pardon? Et on a fait toutes les questions.
On a fait toutes les questions, oui. Mais tu as fait le nécessaire pour que ça soit détendu. Il s'est habillé, les dames sont là, et tout s'est très 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 bien passé, n'est-ce pas, Michel? Tout à fait. Jeudi prochain, si je mets mon t-shirt noir. Merci Michel. Merci Même à toi. Michel, vous avez vu, Michel a passé l'émission, il était souriant. Il n'a jamais fait une émission aussi souriant. Bien sûr. Oui, mais Qu'est-ce on qu'il a le agi comprend, comme ça hein, sur toi, Michel. Michel? C'est ma chemise aussi? Non, excuse. Non, pas grave. C'est mon pas. J'ai compris C'est la mon suite. retour, J'ai compris la Mimi. suite. J'ai compris la suite, Michel. Le retour des deux chroniqueuses. Très bien. Chroniqueuses. Chroniqueuse. Tu vois qu'il en pleure Il a de- du mal. On va te faire une session spéciale. Il en perd les mots, Il a il en du perd mal les mots, avec ouais, le ouais, il arrive- féminin. il Mais arrive pas à se on dominer. va. Voilà. On Merci va beaucoup, s'ad- Béa. Merci beaucoup. Merci à toi, Manu. Et puis Merci. à nouveau très vite sur le plateau de Zouk Télévision. Tu as compris que Ça y est, je n'ai ça guère y est. le choix. Oui, oui. Au revoir Valérie. Au revoir, ça fut comme à l'accoutumée un plaisir d'échanger. Merci Vraiment. Valérie. Et Valérie qui nous rend aussi visite en tant que secrétaire du... Académique Académique. du SNES. Donc je l'appelle régulièrement pour donner des nouvelles de l'école. Dès qu'il se passe quelque chose, elle laisse tout à fait, laisse tout. C'est de ta côté. correspondante. Voilà. Elle vient sur le plateau de Zouk Télévision informer les Martiniquaises et les Martiniquais. Surtout les Martiniquaises. Parce que ce Et sont Malo, elles, toujours gentil, toujours On se refait agréable. pas, on se Non, mais refait sincèrement, pas. vraiment. Merci Et tout le beaucoup. monde le dit, en tout cas en Martinique. Ah bon? Tout le monde dit ça. Mano est quelqu'un de très gentil, C'est parce que je suis d'agréable. C'est Bon, mener les. Ah, Béatrice est gourmandette, je crois. Bien sûr. et je suis sympa de ça, c'est que ça. N'importe quoi. Valérie, s'il te plaît, regarde. Elle est à la frontière gourmande Trinité. Ah bon? Oui, elle Non, a- non, il y a un gros En tout monde. cas, Mais tout le enfin, monde- j'ai pas tout gardé. Tout le monde parle de ta bienveillance, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Tu vas les remercier pour ceux qui te diront ça. Je suis touché, je rougis d'ailleurs. Donc, je vous dis au revoir. Sèchement. Allez, bon week-end et à bientôt à tous les quatre. Merci chez vous de nous avoir suivis. Merci à Grégory, merci à Marvin. Le Marvin de Zouk Télévision, ne pas confondre avec d'autres personnes. Et en parlant de Marvin, ah oui, mais demain, quand l'émission passera en télévision, le spectacle aura déjà commencé, donc vous aurez peut-être loupé quelque chose. Je parle du spectacle de Pomme Cannelle, l'association Pomme Cannelle, au Grand Carbet du Parc Floal. Et un grand coup de chapeau à Jessie pour nous. Une pensée Franchement, aussi ce pour garçon-là, Jessie, il d'ailleurs. est incroyable. C'est vraiment le phénix, Une vous belle honnête pensée ses cendres. pour Jessie. Et chaque année, voilà. Bon week-end à tous. Bye bye. Merci. Merci. Merci.